Donc, je vais démarrer effectivement cet atelier, mais merci effectivement de votre participation. Dont, a priori, je vous dis, 60 personnes s'étaient inscrites, donc pour l'instant, il n'y en a que 31 connectées. J'espère que les choses vont s'améliorer. En tous les cas, me semble-t-il, la participation, enfin, au moins les inscriptions, reflète l'intérêt que suscitait le sujet. Je tenais à souligner plusieurs choses. Premièrement, effectivement, pour l'UNAFO, c'est la troisième fois dans le cadre effectivement de nos manifestations, pardon, qu'effectivement on aborde cette question de l'habitat inclusif. On l'avait fait dès 2018 aux Rencontres nationales de Nancy, où on avait présenté effectivement les premiers éléments de cadrage du dispositif. L'année dernière, effectivement, dans le cadre de la semaine du logement accompagné, comme cette année, on avait sollicité Denis Pictot pour qu'il puisse présenter son rapport. Il y avait eu effectivement une intervention suivie d'un débat qui avait été particulièrement suivi. Et donc cette année, effectivement, nous poursuivons effectivement ces réflexions. Cette année nous semble charnière à plus d'un titre. D'une part parce que le dispositif tend à se déployer rapidement, dans la circulaire du 6 septembre. L'État précisait qu'il y avait 310 projets déjà qui étaient financés au titre du forfait habitat inclusif pour à peu près 3000 places. À cela se rajoutent ceux effectivement qui sont financés par l'AVP dans les départements et effectivement qui ont déjà mis en place le dispositif. Je pense notamment à la Gironde et la Meurthe-et-Moselle qui semble-t-il sont très dynamiques sur le projet. Et toujours dans la même circulaire, je crois que ce sont 500 projets qui étaient envisagés d'ici 2025 dans le cadre du programme Petite Ville de demain. C'est un dispositif, effectivement, qui tend à se développer. D'autre part, effectivement, l'année charnière, c'est une année charnière aussi, parce qu'effectivement, le cadre réglementaire, juridique ne cesse de se préciser. Alors, par rapport à nous, c'est vrai qu'on s'était dit, justement, dans ce cadre de l'année charnière, on souhaitait effectivement, initialement, porter le regard sur des expériences d'adhérents qui mettent en œuvre l'habitat inclusif dans des territoires où le conseil départemental, ou pour Habitat Humanisme, sur la métropole de Lyon, qui ont signé effectivement la convention avec l'État et la CNSA pour glisser du dispositif forfait habitat inclusif financé par l'ARS à l'AVP, une aide à la personne versée par le conseil départemental. Mais je pense que vous le savez tous plus ou moins. Donc, on a demandé effectivement, par rapport à ça, enfin, on avait proposé effectivement à deux structures de présenter, une plutôt sur des projets, destinés à des personnes âgées, une autre à des personnes handicapées. En l'occurrence, et dans l'ordre, Habitat Humanisme, qui est représenté par Philippe Chabas à la Fédération Habitat Humanisme, et Corentin Vertier d'Habitat Humanisme Rhône, nous vous présenterons leur projet. Comment il a évolué. Le projet était antérieur au premier cadre institutionnel de l'habitat inclusif, donc il avait démarré sans les financements du forfait. Donc comment, effectivement, Habitat Humanisme réfléchit à cette évolution pas de financement initiaux spécifique à l'habitat inclusif, aujourd'hui le forfait habitat inclusif, et demain, effectivement, l'AVP. Et dont Philippe interviendra, puis Corentin. On prendra un petit temps d'échange rapide avec vous, et ensuite, effectivement, on proposera à Marie Delarocque, de l'association Vivre et Devenir, du dispositif Côté Court, au Havre, d'intervenir. Côté Court, Vivre et Devenir, est dans la même situation, à savoir que le département de la Seine-Maritime, le dispositif a démarré avant que les financements spécifiques soient mis en place. Le forfait est arrivé et effectivement, il y a des réflexions qui sont engagées sur le passage à l'AVP. Alors, l'actualité nous a rattrapés d'une certaine manière. Bon, la circulaire interministérielle du 6 septembre est venue préciser un certain nombre de dispositions sur les logements foyers qui, évidemment, ne pouvaient pas manquer de retenir notre attention au niveau de l'UNAFO, qui est une union de résidence sociale, puisque sur les inscrits, alors là, je ne vois pas évidemment les personnes qui participent pour l'instant, mais il y a pas mal de structures qui sont de réseaux différents. Sur les personnes inscrites, il y avait des conseils départementaux, il y avait d'autres fédérations, des structures du réseau, notamment une API ou d'autres associations. Donc je précise, l'UNAFO étant une union de
de résidence sociale, effectivement, tous les dispositifs qui tournent autour des logements foyers nous intéressent particulièrement. Et la circulaire du 6 septembre, effectivement, est venue préciser un certain nombre de choses. C'est pourquoi nous avons donc demandé à Damien Métivier, de la DHUP, de nous présenter le cadre, effectivement, de ces logements foyers de type habitat inclusif et de préciser, évidemment, comment les résidences sociales ou des parties de résidences sociales pourraient donc demain devenir éligibles à l'APP. Voilà. Donc, c'est sur ces aspects-là que nous souhaitons engager le débat. Donc, je vais donner la parole à Philippe Chabas, donc de la Fédération Habitat Humanisme. Merci. Merci Pierre-Marc. Je ne sais pas du tout s'il faut faire donc manifestement la loi Elan, l'habitat inclusif et le forfait, vous l'avez déjà présenté au fil des années. Hein. C'était comme le titre, c'est où en est-on, bien cadrer les choses. Donc la loi Elan de 2018 a défini l'habitat inclusif. Ça a été accompagné d'un financement pour l'animation de ces nouveaux modes d'habitat à travers le forfait qui était financé par les ARS. Et la loi de programmation de sécurité sociale de 2021 a défini l'aide à la vie partagée qui élargissait un peu le champ de cette animation, mais on était toujours dans un financement pour l'animation du projet de vie sociale et partagée des personnes qui souhaitaient rejoindre et vivre dans un habitat inclusif. Cette aide à la vie partagée, le financement est octroyé par les départements avec un soutien à 80% de la CNSA. Donc voilà à peu près l'articulation. Habitat Humanisme fait partie du collectif associatif qui s'appelle Habiter Autrement, qu'on a créé il y a une dizaine d'années pour suivre un petit peu ces questions des nouvelles formes d'habiter des personnes âgées. C'est ce collectif qui a suivi les négociations, depuis la loi d'adaptation au vieillissement, hein, depuis 2015, qui a suivi les discussions et les négociations avec les pouvoirs publics. Et à ce titre, un certain nombre d'associations du collectif font partie de la structure de concertation qui s'est mise en place, qui s'appelle l'Observatoire de l'habitat inclusif, qui nous permet à peu près de suivre, avec notre perspective de porteur de projets associatifs, de suivre les différentes évolutions institutionnelles et financières. Et c'est vrai qu'on est au tout début de la mise en œuvre. On a 3 ans de recul sur le forfait, on est au tout début de la mise en œuvre de l'AVP, et les années qui viennent sont importantes pour savoir si ce qui s'est créé dans cette dynamique de transformation de l'offre correspond réellement à la demande des porteurs de projets, sachant que la demande, on ne l'a pas encore très très bien définie aujourd'hui. Donc l'intro, c'est vraiment de dire qu'on est dans quelque chose qui est en construction, sur lequel on a absolument besoin, tout comme les pouvoirs publics, on a besoin de retour pour savoir si ça correspond vraiment aux évolutions qui sont en route. Deuxième point, Habitat Humanisme, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une fédération et 56 associations départementales, donc une implantation assez large, sur la question du logement social et plus particulièrement des personnes âgées aujourd'hui, avec une des spécificités qui est d'avoir 3 branches, donc une branche logement. On a à peu près 10 000 logements et ça représente un peu moins de 2000 nouvelles familles logées en 2020. Donc, c'est pas la taille des HLM, mais je pense que dans le monde associatif, logement social, on est un acteur assez important. On a une deuxième branche avec des établissements médico-sociaux, une quarantaine d'EHPAD et des services d'aide et de soins à domicile, répartis sur le territoire aussi. Et puis une troisième branche, urgence et réfugiés, avec 500 places d'accueil. Donc, c'est un mouvement qui a une quarantaine d'années, qui s'est bâti sur deux axes principaux, la mixité sociale, donc avec des implantations qui sont dans des quartiers équilibrés, et puis surtout une volonté de fabriquer du lien social avec l'accompagnement, mais ça vous connaissez tous, donc on a aussi des pensions de famille, et donc l'habitat accompagné, c'est un petit peu notre ADN depuis le départ, et le maître mot, c'est la mixité, avec une volonté dès le départ d'éviter les structures monopubliques. Donc, Corentin vous présentera une des initiatives que sont nos maisons intergénérationnelles, nos résidences intergénérationnelles, où justement elles sont construites sur cette notion de mixité sociale.
Par rapport à cette dynamique habitat inclusif, donc nous on essaye de faire de l'inclusif depuis une quinzaine d'années et en fait c'est peut-être pas complètement par hasard non plus si on fait partie des structures qui ont bénéficié de façon assez significative du forfait. Je crois qu'on doit être à 13 ou 14 structures qui ont bénéficié du forfait et donc il y en a un certain nombre qui sont sur les rangs pour l'aide à la vie partagée. Ce sur quoi je voulais insister là-dessus, c'est comme on est des acteurs qui viennent du monde du logement, on considère l'habitat inclusif non pas seulement, ce qui est dit par beaucoup de gens, non pas seulement comme une alternative à l'EHPAD, mais comme un extraordinaire outil de prévention de la dépendance. Vous savez tous que l'isolement aujourd'hui est considéré comme un déterminant de santé et donc l'habitat inclusif ou l'habitat accompagné sont bien des outils majeurs pour maintenir ce lien social, lutte contre l'isolement et donc prévention de la dépendance chez les plus âgés et en particulier chez les plus démunis. Donc ça, c'était le premier point. Mon deuxième et dernier point, c'est la nécessité, quand on développe des projets d'habitat inclusif, de monter des partenariats avec le secteur médico-social. Parce que bien évidemment, même si tout est fait pour retarder la perte d'autonomie, un minimum de perte d'autonomie est souvent inéluctable. Et donc, en matière de vieillissement à domicile, on ne peut pas faire l'impasse sur l'interaction entre le logement même accompagné et le soutien médico-social. Quand on fait une promesse de maintenir à domicile une personne, il faut décemment, pour tenir cette promesse, qu'on ait pu fabriquer des réseaux de partenariat avec les structures médico-sociales qui vont pouvoir accompagner le vieillissement. L'habitat inclusif restera toujours un logement, ça je pense que c'est la clé numéro 1, mais il doit s'insérer dans un tissu de partenariat et ça fait d'ailleurs partie des critères pour l'octroi du forfait. Donc, la vie sociale, c'est bien entendu des partenariats avec des structures sociales, culturelles, l'environnement, le quartier, mais des partenariats aussi avec des structures du médico-social de façon à ce qu'on puisse anticiper la survenue de la dépendance en déclenchant des services d'aide, de soins, infirmiers, des portages de repas ou des choses comme ça. Et donc, Habitat Humanisme a la chance, j'ai dit, avoir cette branche soins qui nous permet de réfléchir à la façon dont nos EHPAD et d'autres, en fait, dont les EHPAD peuvent devenir des centres ressources. Donc, le beau terme aujourd'hui à la mode, c'est centre ressources gériatriques. Hein, c'est comme ça que c'était appelé dans le rapport de Luc Broussy au milieu de l'année. Donc, faire en sorte que l'EHPAD puisse projeter un certain nombre de compétences techniques et humaines autour des domiciles, autour de la structure EHPAD dans les domiciles. Donc cette notion, alors nous au départ on l'appelait plateforme de services gériatriques, aujourd'hui ça s'appelle des centres ressources territoriaux, et donc sous forme expérimentale, un certain nombre d'ARS soutiennent les EHPAD pour qu'ils puissent projeter leurs compétences auprès des domiciles. Donc c'est vraiment ça, l'idée c'est d'utiliser toutes les ressources. L'EHPAD est naturellement la ressource quand on pense début de dépendance, et donc lui offrir les moyens de pouvoir se projeter à l'extérieur. Alors on travaille sur un guide, parce que tout le monde est d'accord avec l'idée, mais dans la pratique, c'est un vrai cauchemar. Hein. Tout fonctionne en silo, les métiers, les compétences, les responsabilités, les financements. Et donc, il faut arriver à casser ces silos. Et le guide là qu'on est en train de mettre en place, à destination et des directeurs d'EHPAD et des gestionnaires de logements abritant des personnes âgées, on va le tester en interne et l'ambition, c'est d'essayer de le mettre à disposition le plus largement possible pour accompagner cette mutation progressive des EHPAD pour être un vrai outil complémentaire à l'habitat inclusif. Merci, monsieur l'animateur qui n'est pas là. Tu es toujours là? Si, je suis là. Je suis là, mais même si c'est un peu compliqué, que vous ne me voyez pas. Merci Philippe. Donc Corentin va présenter de façon un peu plus pratique et concrète, excusez-moi, le projet effectivement d'Achat Rhône à Lyon.
Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je suis Corentin Verdier, responsable de site et chargé de mission Habitat Inclusif sur une résidence qui s'appelle Le Petit Prince, qui est située juste à côté de la place Bellecour à Lyon, au 23 rue du Plat, 3 et 7 rue Tony-Tollet précisément. C'est les anciens locaux de la faculté catholique de Lyon. On est une résidence où on a 50 personnes, 50 logements, pardon, avec 40 logements individuels et 10 colocations intergénérationnelles. En tout, ça représente 75 personnes. Sur cette résidence, on a 15 personnes fléchées, orientées habitat inclusif, donc via le forfait habitat inclusif de l'ARS. Sur ces 15 personnes, on a donc 13 personnes en situation de handicap et 2 seniors. C'est une résidence de ville, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, et on a un certain nombre d'enjeux sur cette résidence, donc notamment de créer du lien social, du lien de confiance avec nos locataires, ce qui est la première chose et qui est primordiale. Faire du lien au sein des colocations, au sein de la résidence et dans le quartier. Donc, c'est un petit peu sur 3 échelles. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer un ancrage dans le quartier, que les locataires se sentent bien dans le quartier, que ce soit aussi le leur, qu'on puisse créer des partenariats, et c'est ce qu'on est en train de faire, donc locaux, avec la mairie notamment, avec d'autres structures associatives qui nous soutiennent et qui nous aident. Et nous, notre idée, c'est vraiment de faire vivre donc, le projet social, le projet de vie social et partagé de la résidence. On a une équipe de 8 super bénévoles sur la résidence qui font des tas d'activités, des ateliers de couture, des ateliers de cuisine, voilà, des choses très concrètes, des ateliers de permanence, des ateliers de méditation. Voilà, on propose des tas de choses en fait pour nos locataires. L'idée, c'est de les stimuler intellectuellement, de les stimuler aussi physiquement. On leur propose des visites guidées dans Lyon. On a aussi des projets un peu à plus grande échelle. On a pu, par exemple, privatiser la rue de notre résidence pour faire une grande fête avec tous les voisins. Les commerçants se rencontrent, les entreprises voisines, etc. On a vraiment, et ça nous tient à cœur, voilà, de créer ce lien-là. Et du coup, moi, j'ai pu rencontrer les voisins au sens général pour pouvoir créer avec eux des choses. Et on a également des projets de concerts, d'associations qui sont voisines, avec qui on essaie de travailler des choses, aussi sur des liens avec une médiathèque qui est à côté de chez nous, voilà, pour essayer vraiment de stimuler, de créer du lien et de valoriser aussi les personnes qui sont donc au sein des colocations et aussi dans des logements individuels. L'idée, c'est vraiment qu'on a une double inclusion, à la fois dans les colocations et dans la résidence, et sur l'extérieur. Et donc, voilà, c'est ces partenariats, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a donc une entreprise voisine avec qui on s'entend très bien, qui nous permet d'accéder à des locaux. On a des commerçants, des associations locales. On a aussi, et comme l'a dit tout à l'heure Philippe, voilà, des services d'aide avec qui du coup, on travaille pour pouvoir apporter des aides ménagères, des aides de cuisine, etc., pour pouvoir, toujours bien sûr le but de maintenir les gens donc dans un logement de droit commun. Voilà, aujourd'hui, c'est des projets qui fonctionnent. On a des étudiants aussi qui arrivent sur notre résidence. L'idée, c'est que ces étudiants arrivent avec des lettres de motivation, avec une vraie motivation pour participer au projet. Et au-delà de cette belle lettre qui nous écrivent, nous, voilà, on fait en sorte qu'ils puissent vraiment agir avec nous dans les colocations et dans la résidence. Voilà, on compte aussi sur eux pour qu'ils puissent être acteurs un petit peu et que toutes ces personnes se brassent, se mélangent et fassent des projets ensemble. Donc, on essaie de travailler vraiment sur une idée de concerter aussi les résidents, d'essayer de comprendre un petit peu leurs envies, leurs besoins et en même temps de leur proposer, de les inciter fortement à participer. On a une participation qui fonctionne, qui marche bien toutes les semaines. On a des permanences, on a des ateliers, ce qui fait que voilà, les personnes sont stimulées et investissent aussi leur lieu. Ça, c'est très important pour nous. Et au sein même des colocations, on propose aussi des événements, des temps de convivialité, en fait, voilà, qui permettent vraiment de créer du lien. Et ce lien de confiance, il met un petit peu de temps. Avec le Covid, ça n'a pas toujours été simple d'être un petit peu à distance. Là, maintenant que les choses vont un petit peu mieux, entre guillemets, on réussit voilà, à faire des projets à plus grande échelle, des projets sur différentes thématiques, artistiques, sportives, culinaires, etc. Mais toujours dans cette idée de créer de la convivialité ensemble, donc avec des personnes, des locataires, des personnes qui sont fléchées habitat inclusif. On essaie vraiment de faire en sorte que ces personnes-là se mélangent et se brassent en fait pour qu'elles puissent vivre des choses, être valorisées dans leur quotidien. Et là, notamment à l'approche de Noël, on a pas mal d'événements qu'on est en train d'organiser, notamment un concert la semaine prochaine avec un institut qui est juste à côté de chez nous. Et donc, voilà, un concert avec le conservatoire du rayonnement régional de Lyon. Voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'offrir des possibilités à nos locataires dans le quartier et au-delà d'une cartographie des acteurs, on essaie vraiment de créer des repères et de créer en fait des passerelles avec la santé, mais pas que, pour que voilà, nos locataires puissent être vraiment au cœur de leur quartier et qu'ils s'y sentent le mieux possible.
Voilà, et donc on a aussi beaucoup de projets pour la suite. Alors, je vois une question également sur les personnes salariées. Alors moi, je suis le salarié, donc je suis responsable de site sur la résidence, et je travaille très en lien avec donc une chargée de mission sociale chez nous, qui est assistante sociale donc sur la résidence également, et une chargée de gestion locative adaptée. Donc on est très en lien tous les trois pour travailler sur l'ensemble en fait de l'habitation et de tout ce que ça concerne. Et 8 bénévoles avec nous, donc qui sont là, qui sont vraiment très présents, et je tiens aussi à saluer leur travail, puisqu'ils permettent aussi vraiment d'animer ce projet, d'animer cette résidence. Et voilà, nous, on veut que cette résidence elle puisse vivre et qu'on ait des liens par palier, par colocation, par immeuble et aussi dans le quartier. Voilà. Pardon, une des questions qu'on me posait était aussi une des questions qu'on posait effectivement, qui est de dire votre projet a démarré effectivement avant que les financements au titre du forfait habitat inclusif n'existent. Effectivement, aujourd'hui, ils bénéficient de ce forfait et demain, ils vont évoluer vers l'AVP. Est-ce que le projet par rapport à ça a évolué? Qu'est-ce que finalement le financement forfait a changé et demain, effectivement, qu'est-ce que l'AVP va changer, sachant que évidemment l'un se substituera à l'autre. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, voilà. Et puis, il y a une question, effectivement, dans le chat de Nadia Nicole, donc, qui demande, effectivement, comment ont été financés le bâti. Oui, alors donc sur le bâti, on est sur des logements conventionnés PLAI, on est sur du droit commun, c'est des bails conventionnés type bail 89, donc voilà, que l'ensemble des locataires signent, que ce soit en colocation ou en logement individuel. Et donc pour répondre du coup à votre question, effectivement, là, on est dans toute cette phase de transition. Alors les appels à projets là ont été envoyés, donc on aura les réponses prochainement. On n'a pas encore eu réponse par rapport à l'AVP, et c'est justement une transition qu'on est en train de voir actuellement pour la suite. Sur ce forfait, donc qui sera attitré par personne. On est en train de travailler sur des outils communs, puisqu'on a sur d'autres résidences aussi des projets qui vont se développer sur l'AVP, donc sur des outils communs de terrain, de suivi des personnes, que moi j'ai pu mettre en place aussi, des outils voilà, de comment on quantifie et on qualifie nos actions, donc des outils quantitatifs qui permettent en fait de rendre compte de manière assez factuelle un certain nombre de choses qui sont mises en place pour les personnes, que ce soit sur l'aspect activité, projet, mais aussi sur l'aspect individuel, et puis des indicateurs plus qualitatifs qui nous permettent aussi voilà, de donner la parole à nos résidents, parce qu'ils vivent aussi le projet, donc on essaye aussi de récolter un petit peu tout ce qui se fait et tout ce que les gens vivent là-dessus. Donc voilà, donc on est un petit peu sur cette phase de transition aujourd'hui, et l'AVP, du coup, une fois voilà, que les choses se lanceront, voilà, permettront de à la fois faire vivre ce projet comme il est actuellement et de le faire évoluer aussi sur les besoins des personnes qui évoluent, et en même temps sur un suivi donc individualisé, un suivi de grande proximité qui permettra voilà, de faire en sorte que les gens se sentent le mieux possible et puissent avoir, alors pas par le forfait, mais puissent avoir des aides qui sont développées par leur PCH ou par d'autres aides locales. Alors, je vois que les questions arrivent et je m'en réjouis. Alors, juste pour vous préciser, vous m'excusez, comme effectivement on a démarré de façon un peu échevelée, et je m'en excuse une fois encore. Donc, vous avez la possibilité également de lever la main. Si vous levez la main et qu'on vous passe normalement la caméra, vous pouvez poser la question devant la caméra. Donc, je vous le précise. Alors, moi-même, je ne suis pas visible, mais peu importe. Voilà, où vous pouvez poser effectivement les questions dans le chat. Donc, Françoise Auburiot, effectivement, pose la question de est-ce que le forfait ARS prend en charge effectivement le budget de fonctionnement ou uniquement le salaire de l'animateur? Et Élise Leclerc demande effectivement une demande de préciser effectivement qui bénéficie du forfait inclusif. Excusez-moi. Voilà. Et une autre question aussi sur l'attribution des logements. Vous pouvez le préciser, Quentin? Oui, alors le forfait en fait finance et effectivement est attribué pour les 15 personnes, mais dans le principe d'inclusif, c'est aussi un projet où on participe à un projet avec l'ensemble de notre résidence. Oui. Et voilà. Et donc l'idée c'est que je dirais voilà, c'est un projet qui est pour les 50 logements.
il y a une spécificité, il y a quelque chose de très spécifique sur les 15 personnes qui ont ce forfait-là. Mais disons que ce qui est important pour nous, c'est de les inclure aussi dans une résidence et de les inclure dans des projets globaux de résidence, puisque l'idée est vraiment de vivre, de stimuler intellectuellement, physiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, de créer du lien social. Et ce lien, il se crée avec des locataires ou des colocataires qui sont étudiants, par exemple, qui ne touchent pas le forfait, d'autres personnes de la résidence. Mais vraiment, nous, on raisonne en tout cas, voilà, depuis que la résidence existe, en projet global sur toute la résidence pour faire vivre vraiment un collectif. Et ensuite, sur l'attribution des logements, donc là, on attribution de logement chez Habitat Humanisme Rhône. Donc, le processus, c'est de faire un dossier de candidature assez simple comme pour un bailleur, et donc de passer sur une candidature avec un diagnostic social. Je l'ai dit tout à l'heure, les étudiants sont, disons, on a besoin qu'il y ait une vraie démarche de motivation et qu'il y ait vraiment une vraie démarche d'intérêt d'intégrer cette résidence. Donc, il y a des lettres de motivation, il y a des entretiens, etc. Et pour les logements, donc des personnes en situation de handicap ou des personnes seniors, là, l'idée est aussi de passer par cette commission d'attribution avec un diagnostic social qui est réalisé par une assistante sociale donc, de notre équipe, ce qui permet voilà, d'avoir l'ensemble des éléments permettant d'accéder au logement. Bien sûr, par la suite, s'organisent des visites de sites qui permettent très concrètement de rencontrer les colocataires, de rencontrer le logement, de se familiariser un petit peu avec l'environnement, et aussi également de comprendre voilà, dans quelle résidence on arrive, une résidence un petit peu particulière avec un projet qui est chouette et dans lequel il faut s'investir. Donc voilà, on présente tous ces volets-là, et suite à ça, on met en place nous, des mesures d'intégration un petit peu spécifiques pour les personnes, avec notre équipe bénévole notamment, pour que les personnes se sentent très vite intégrées dans la résidence et que le projet démarre et qu'elles aient un petit peu différents éléments avec elles pour pouvoir avoir des repères et pouvoir bien s'installer. On a aussi des aides qui ont été faites sur l'ergonomie ou sur l'ergonomie du logement. Il faut savoir que dans nos colocations, la personne en situation de handicap ou la personne senior a sa chambre, plus une salle de bain privative, l'espace commun de la colocation avec ses autres colocataires. Donc, ce qui voilà, est intéressant, il y a parfois des choses à adapter. En tout cas voilà, tout ce diagnostic est réalisé pour pouvoir permettre la meilleure intégration possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Philippe, tu veux compléter? Non, si tu veux, juste pour repréciser, on parle beaucoup, les gens s'inquiètent beaucoup sur l'articulation forfait AVP. Ça se passe au niveau d'une structure qui existe dans chaque département qui s'appelle la conférence des financeurs. Et l'expérience montre que moi, j'ai que des expériences qui se passent assez bien, c'est-à-dire dans les départements où il reste des queues de budget, ARS, forfait. Ça se prolonge. Nous, j'ai vu un département où on avait même des financements, il y a encore de l'argent pour 2022. Dans les lieux où l'ARS a épuisé ses budgets, c'est l'AVP qui prend place dès 2021. Donc, c'est vraiment au cas par cas et ça dépend complètement de la qualité des relations entre ARS et département. Au moins, il y a des endroits où ça ne se passe pas bien, mais au moins, ils sont obligés de se rencontrer au niveau de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif. Alors, il y a quelques autres questions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre sur Monsieur Métivier, peut-être. Est-ce que vous savez s'il existe un annuaire des différents types d'habitat inclusif par région, par département? Je vous avoue que je ne suis pas en mesure de répondre. Pas ma donc, je pense que c'est. Bonjour, oui, il n'y a pas d'annuaire, mais en revanche, il y a une connaissance, en tout cas, des projets par les conférences des financeurs. La quasi-totalité des départements ont lancé des espèces d'état des lieux, justement pour repérer. Mais je pense, c'est un peu contradictoire. Je crois qu'il n'y aura jamais d'annuaire dans la mesure où beaucoup d'habitats inclusifs sont au départ des initiatives qui partent d'habitants ou d'un groupe de personnes qui veulent habiter différemment. Donc, on est sur quelque chose de novateur et il n'y aura pas deux habitats inclusifs pareils. Donc, on s'est toujours battu vis-à-vis pour les règles. L'habitat inclusif, c'est un concept, c'est une idée, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas une case administrative supplémentaire. Donc, je vois mal des listings fermés qui puissent être faits. Le cadre est très large et permet quand même une grande diversité de projets.
Donc, il y a une autre question, c'est peut-être Marie là, qui sera le mieux à même de répondre, de Madame Bouza, donc qui porte effectivement sur des personnes qui sont à la fois en situation de handicap, attendez, je ne sais pas si je le dis, de tous les âges, oui, et que l'AVP ne concernerait que les plus de 65 ans, mais elle concerne également les personnes handicapées, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Non, enfin, nous, on est en transition aussi, Ah. Tout âge. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on peut donner cette réponse-là. Marie, je vais peut-être vous laisser présenter de toute façon, on aura un petit temps de débat aussi après votre intervention. On répondra à la question de Monsieur de Corbière, peut-être après votre intervention, Marie. Oui, puis je vais en parler, enfin, sur notre territoire. Ok, j'y vais alors. Allez-y, allez-y. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, je vais présenter rapidement le dispositif Habitat Côté Court, qui a été créé dans les années 98-99 à l'époque, qui est issu de l'hôpital psychiatrique du Havre. C'était une volonté de certaines personnes engagées dans la santé mentale d'offrir des alternatives aux hospitalisations inadéquates. Et en fait, ce projet s'est développé tout de suite en plein cœur de la cité, autour du logement, enfin à partir du logement, avec la conviction que les personnes en situation de handicap psychique pouvaient vivre en milieu ordinaire avec un étayage adapté, mais n'étaient pas forcément obligés de rester à l'hôpital ou orientés en institution médico-sociale. Donc jusqu'aux années 2010, à peu près 2011, tout s'est focalisé sur le logement. L'association qui s'était constituée à gérer des places de résidence accueil. Il y avait à peu près, moi quand je suis arrivée en 2011, il y avait 20 places de résidence accueil. On était sur un projet de 20 autres places. Et puis, très rapidement, comme disait Monsieur Chabas, il faut l'accompagnement nécessaire, médico-social, mais pas que. Et surtout, pour un public avec des troubles psychiques, il faut un accompagnement spécifique à ce type de handicap. 2011, alors je vous explique comment s'est construite cette plateforme d'abord, pour voir la cohérence aujourd'hui. Mais 2011, on a récupéré la gestion d'un SAMSA-Psy, qu'on n'a volontairement pas adossé au service logement, puisque comme on travaille sur un maintien dans la cité, que ce soit avec le logement protégé ou dans le logement individuel des gens qui nous sollicitent et qui peuvent avoir un accompagnement au sein de leur domicile. Donc on a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux. Il a fallu aussi regagner leur confiance parce que nous, on avait besoin de louer des appartements, mais avec le public souffrant psychique, c'était très compliqué à l'époque. Donc aujourd'hui, on a un partenariat très fort avec les 3 gros bailleurs, mais qui s'est travaillé sur une vingtaine d'années pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Et puis, un des acteurs, je trouve, incontournables du domicile, c'est les services d'aide à domicile. Et en 2013, on a essayé de monter des partenariats avec les SAD existants, mais leurs conditions sont quand même très, très difficiles. Et on n'a pas réussi à avoir un service formé spécifiquement aux troubles psychiques. Donc, on a décidé de créer un service d'aide à domicile spécialisé en santé mentale. Pareil, qui s'adresse à la fois aux gens qui peuvent être dans nos logements, mais pas que, aux gens qui sont chez eux et qui ont besoin d'un accompagnement spécialisé. Et puis, on a placé ce service-là dans la cité aussi, en soutien aux autres SAD qui pouvaient être en difficulté sur des situations de handicap psychique assez complexes. Donc voilà, on est spécialisé sur ces troubles-là. Ce n'est pas des gens qui sont vraiment stabilisés, on est plutôt sur des troubles psychiques sévères et persistants, donc quand même avec une complexité d'accompagnement. Mais aujourd'hui, cette plateforme, en fait, l'idée, c'est que la personne qui pousse la porte du dispositif Côté Court puisse avoir une réponse adaptée, que ce soit en termes de logement, si elle veut un logement, qu'on puisse y adosser un accompagnement spécialisé qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être une solution, ou alors des fois qui pensent avoir besoin d'un logement et finalement on peut étayer avec de l'accompagnement au sein de ce logement. Pour revenir sur le logement spécifiquement, on a un service logement qui est gratuit dans les offres, c'est-à-dire qu'on a ces places de résidence accueil, mais à côté de ça, on a développé d'autres, depuis 20 ans, d'autres modes de logement, donc les colocations à l'époque, ce qu'on appelait les colocations, sur le modèle un peu des résidences accueil, mais un peu plus spécialisé et peut-être on n'est pas sur des ensembles à 20 places, on est sur des petites colocations, ce qu'on appelle l'habitat partagé aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, c'était des montages c'était du bricolage en fait. Comme il n'y avait pas forcément de plan de relance des résidences accueil et qu'on avait des gens qui nous demandaient aussi de vivre en colocation,
on a trouvé ce moyen-là pour répondre à leurs demandes et tout en développant aussi des logements individuels. Donc, c'est-à-dire que la personne peut, à l'instant T, nous solliciter et entrer en colocation parce qu'elle veut pas vivre seule et qu'elle a peur de se retrouver seule dans un logement. Et au fur et à mesure du temps, avec les étayages qu'on peut mettre en place, accéder à un logement individuel et voire même sortir du service logement. Voilà. Donc, l'habitat partagé. Donc, l'idée, c'était vraiment de miser sur les compétences des gens qui, souvent, quand on parle de handicap psychique, ils sont étiquetés soit hôpital ou soit établissement médico-social. Et l'idée, c'est vraiment de démontrer que des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'autonomie peuvent sortir de l'hôpital, se maintenir en colocation, avec finalement très peu d'accompagnement. Et finalement, c'est un groupe qui devient autonome dans la cité, qui va aller consommer au commerce du coin, faire du lien avec le boulanger, avec l'épicier. On va renforcer avec plutôt le droit commun, c'est-à-dire la médecine de ville, quand on peut, les infirmiers libéraux, s'il y a besoin de prise de traitement. Aujourd'hui, le service logement, c'est 120 logements. On a à peu près 40 en résidence accueil, 40 en habitat partagé, voilà, et 40 logements, ce qu'on dit inclusifs, logements individuels, mais qui s'appuient le plus possible sur le droit commun. On n'a pas de partenariat avec l'hôpital psychiatrique. On n'a pas d'équipe mobile dédiée. En fait, l'idée, c'est que les gens, si effectivement ils ont un problème, on va appeler leur secteur de référence ou ils vont passer la porte des urgences psy comme n'importe quel autre habitant de la ville du Havre. Et ça fonctionne plutôt bien. En gros, avant de parler du mode de financement, parce que ça, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, la plateforme accompagne plus de 300 personnes. Alors, 300 personnes, tous services confondus. On a à peu près 120 personnes sur le logement. Le SAMSA accompagne une cinquantaine de personnes, le SAD plus d'une centaine de personnes. Et tout ça, en fait, ça favorise le maintien, voilà, l'inclusion dans la cité. On a constaté que finalement, les gens qui avaient des troubles importants, on a fait des petites enquêtes internes de qualité, de stats, et les gens qui ont un parcours long en hospitalisation, entre 10 et 15 ans, finalement, ils sont réhospitalisés 8 jours par an. Alors, ça varie selon les personnes, mais et la moyenne d'âge, c'est 39 ans. Ça veut dire que ça, on parlait justement de l'âge tout à l'heure, mais ça correspond aussi bien à des très jeunes qui sortent de l'ASE avec un handicap, aussi bien des gens qui étaient orientés de façon très précoce en EHPAD, sans réellement il n'y avait pas de problématique concrète, mais parce qu'il n'y avait pas de dispositif adapté. On a des gens qui ont plus de 80 ans qui sont en habitat partagé et voilà, il y en a même qui sont décédés dans les habitats partagés à des âges très avancés. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que ce mode de logement correspond très bien à ce public-là. On a des vraies réussites en termes de stabilisation, de diminution de l'hospitalisation, de la reprise des liens familiaux, d'activités sociales, puisque finalement, et surtout, ce qu'on dit pas assez, c'est que ça a un impact sur la stigmatisation. C'est-à-dire que plus on va se faire rencontrer les gens dans la cité, et plus on lève aussi des a priori qui sont très nombreux en santé mentale, puisque les gens souffrant psychiques sont souvent vus comme des gens dangereux, des gens qui vont qui vont déranger, qui vont pas pouvoir s'adapter, qui ont leur place à l'hôpital. Et en fait, finalement, au départ, on a pu être caillassés. Il y a des résidences qui ont été caillassées par les voisins parce que ils disaient que les gens n'avaient rien à faire ici. Et puis, au fur et à mesure des mois et des années, les gens peuvent nous solliciter en disant bah, finalement, on ne pensait pas que c'était des gens qui avaient des troubles psychiques et ça se passe très très bien parce que quand on a l'étayage et l'intervention précoce en cas de décompensation, et les gens s'intègrent parfaitement. Voilà, en gros, alors ce qu'on a vu aussi, c'est que la période Covid, nous, ça a été un vrai test, puisque forcément, restrictions sanitaires, etc., il a fallu qu'on diminue aussi notre accompagnement sur site. Et les gens, c'est au pied du mur qu'ils développent leurs compétences. Et finalement, on s'est rendu compte, on n'est pas là souvent. Hein. C'est-à-dire que, quand je dis souvent, c'est qu'on les accompagne la semaine, on n'est pas là le week-end, on n'est pas là le soir, on est là de 9h à 16h, 19h maximum. Et on n'a pas d'astreinte. C'est vraiment une position pour éviter de créer de la dépendance. Et finalement, en fait, ils ont réussi à
à vivre normalement avec encore moins d'accompagnement et surtout, on n'a pas eu de réhospitalisation pendant la période Covid. Ce qui nous a poussé, nous, à revoir aussi l'accompagnement qu'on mettait en place auprès de ces logements individuels ou en colocation. Et en fait, on avance continuellement dans le processus d'autonomie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme ça, je cherche, j'avais pris quelques notes, mais non, voilà. Alors, effectivement, la force de ce dispositif, c'est le fonctionnement en plateforme. Hein. On veille aussi à ce que ce soit pas trop englobant pour la personne, mais vraiment d'actionner le service autour du logement qui est nécessaire et de le retirer au fur et à mesure. Le SAM n'est pas une fin en soi. On peut l'activer momentanément. Et donc, alors sur les financements, au démarrage, alors on est passé par plein de montages, parce que comme ça a une vingtaine d'années maintenant, le temps passe vite. Au démarrage, il y avait un renfort de l'hôpital psychiatrique qui dédiait du personnel, beaucoup d'associations à l'époque. Et puis il y a eu une volonté très rapidement de sortir de ce modèle-là pour ne pas être identifié au sanitaire, mais bien être dans le champ de l'inclusion. Et au niveau des financements, c'était… Alors déjà, la santé mentale, c'est compliqué au niveau des financements et d'accès aux droits, mais encore plus quand on était identifié à une structure hospitalière. Donc, l'association est statut association loi 1901 depuis 2010 à peu près. Donc, quand on s'est séparé de l'hôpital, forcément, tout le montage avec le personnel soignant qui venait accompagner sur les logements s'est arrêté. Et on s'est retrouvé en difficulté financière, ce qui nous a poussé avec un déficit structurel en redressement, et on a été repris par Vivre et Devenir en 2018, ce qui nous a permis de continuer depuis nos activités. Mais ça a été un vrai problème à l'époque de trouver des financements pour assurer au quotidien. Et puis on parle de l'animation, mais il y a toute la coordination derrière, parce que dans le handicap et particulièrement en santé mentale, il faut quand même une coordination quotidienne sur des gens qui c'est une pathologie fluctuante, qu'il faut quand même être en veille tout le temps. Et en 2013, en fait, ce qui nous a lancé sur l'habitat, ce qu'on appelle l'habitat partagé, c'est le fait de créer ce SAD qui était d'abord destiné au sein des logements individuels. Et puis, on s'est dit, mais en fait, les gens, ils ont une PCH et ils l'auraient s'ils vivaient chez eux. Donc, quand ils font une colocation, voilà, c'est les prémices des années 2010 de la mise en commun de la PCH. Et même à cette époque-là, on a eu la chance, nous, d'être portés par une MDPH qui a pris part au projet et qui nous a soutenu. Le département, le conseil départemental au démarrage s'y est pas opposé, puisque finalement, il finançait la PCH, mais on disait, nous, voilà, on regarde de loin, mais on ne sait pas trop comment ça va évoluer, et puis on n'est pas partie prenante tout de suite. Et puis, il y a eu le virage. En 2017, l'ARS est venue, il y a eu les appels à projets dans le cadre du forfait habitat inclusif. Donc, on a candidaté en 2017. On a eu un premier forfait. Alors, nous, on avait déjà 120 logements qui fonctionnaient en colocation ou en individuel. Donc, on n'a jamais eu la totalité du financement, mais le fait déjà d'avoir les sigles ARS, MDPH peut-être, Maison départementale des personnes handicapées, Agence régionale de santé, je crois que c'est tout. Vous me mettez un message, je le vois en même temps, comme ça j'explique les sigles. Et donc, le premier forfait, nous, on avait proposé des projets un peu plus ciblés sur les jeunes qui sortent de l'ASE avec des troubles psychiques, et on voyait bien, pour participer à la réponse accompagnée pour tous, qu'il n'y avait pas de solution pour ces jeunes-là, et ils étaient orientés directement en établissement médico-social. Donc, l'idée, c'était quand même de créer des logements adaptés pour ces jeunes-là et d'essayer. Alors, bon, on s'est pris des sacrés tollés avec certains, mais au moins, on a essayé. Et puis, on a plus de ces 3 dernières années, plus de 30 jeunes qui ont intégré des habitats partagés en colocation. Alors, maintenant, on favorise la mixité générationnelle, ça marche beaucoup mieux. Et finalement, les plus anciens ont cette légitimité auprès des plus jeunes pour les aider à se stabiliser et à avancer. On avait donc proposé aussi pour des femmes très vulnérables qui sortent d'hospitalisation ou entre logements. Non, on n'a pas de soignants. Donc, on n'est pas un système d'appartement thérapeutique, puisqu'on est vraiment sur un versant d'inclusion sociale. On n'a pas d'infirmiers, on a sur 15 personnes dédiées au logement. Ce ne sont que des profils auxiliaires de vie plutôt, qui travaillent sous la forme collective.
mais on n'a pas d'infirmier. Après, on va renforcer si la personne individuellement a besoin. Elle peut avoir un extra hospitalier, elle peut avoir une mesure de SAMSA, mais voilà, on est dans le champ de l'inclusion en fait. Et les accompagnements de coordination thérapeutique sont des ESMS. Hein, donc, ouais. De fait, ce n'est pas de l'habitat inclusif. Tout à fait. Et donc, excusez-moi, du coup, j'étais sur le financement. Non, mais mieux vaut finir votre intervention. Oui, d'accord. Et puis après, on répondra aux questions. Pardon, ça me perturbe, pardon. Donc, on a eu ce premier financement forfait habitat inclusif. Et puis, on en a eu un deuxième. Alors, nous, sur notre territoire, ils ont séparé un petit peu les modèles sur les systèmes d'habitat partagé, ce que nous, on entend partager, et ce qu'ils disent aussi d'habitat inclusif individuel. Donc, on a eu aussi un financement pour les logements individuels qui sont éclatés dans la cité. Et le troisième financement qu'on a eu, donc on cumule trois forfaits, c'est pour la question du vieillissement et d'avoir des logements, des colocations, alors plus adaptés avec des ascenseurs, etc. Parce que nous, comme on est dans le champ du handicap psychique, on n'avait pas forcément des logements adaptés au problème de vieillissement et de mobilité. Donc là, on a un projet qui est en train de voir le jour. Voilà. Donc finalement, sur 125 logements, on en a, je vais dire, à peu près une vingtaine, entre 25, de financés, identifiés dans le cadre des forfaits d'habitat inclusif. Et puis, notre département s'est porté volontaire pour expérimenter l'AVP. Donc, on est en plein dedans. Alors, vous, Habitat Humanisme, vous avez déjà apparemment avancé sur la question. Nous, on est sur la transition. On organise aussi des temps. Alors, ce qui était important, et là où on a de la chance, c'est qu'on a des visios avec l'ARS, le département et nous, pour voir un peu comment on va faciliter cette transition, parce que il faut qu'on communique. Bon, l'ARS n'est pas très pressé non plus, donc on est plutôt sur 2023. Le département fait ça sous forme d'appel à projet, pour le coup, pour que les candidats puissent soit... le département peut ainsi identifier l'existant, mais aussi les projets qui sont amenés à se développer, puisqu'on est sur je crois que c'est jusqu'en 2000, on est sur 8 ans, je crois, hein, pas loin, sur le financement. 7 ans, c'est ça, voilà, 7 ans. Donc, il faut aussi que ça nous pousse aussi à se dire, pour pas figer les choses, qu'est-ce qu'on prévoit dans 7 ans? Parce que c'est quel besoin on va avoir dans 7 ans, qui va nous solliciter, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on inscrive à la fois ce qui existe, ce qu'on va projeter, mais nous, on ne le projette pas tout seul, puisqu'on travaille à partir des besoins. Et puis aussi, nous, la complexité, bon, alors après, ça va peut-être parler à certains, mais les forfaits, on parlait d'animation. Alors, des fois, c'était un peu pris à la lettre, mais c'est bien l'animation du projet de vie sociale et partagée. Et ce qui sous-entend aussi la coordination avec les autres partenaires, parce que les personnes qui ont des troubles psychiques, animer le projet de vie sociale, ça dépend aussi de la qualité du partenariat, parce que l'animation, elle est complexe. Donc, il y avait déjà toute cette partie-là qu'il a fallu clarifier dans le cadre des forfaits. Qui est votre animateur? Ce n'est pas un animateur qui vient faire de l'animation pure la journée et qui repart le soir. Enfin, c'est plus complexe que ça. Et puis, dans le cadre de l'AVP, c'est donc de refaire sortir ces objectifs-là, parce qu'il nous faut des objectifs clairs de financement, tant sur des données statistiques que qualitatives. Et puis après, c'est qu'on part aussi sur un peu je parle un peu, nous, c'est un peu similaire à la PCH, c'est que c'est la personne qui porte son aide. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a le forfait qui nous a attribué pour l'année, c'était, entre guillemets, confortable parce qu'on fonctionne avec et voilà. Mais demain, la personne qui va quitter son logement, c'est dans la colocation, c'est une partie du logement qui va être vacant. C'est s'il y a une mise en commun de la PCH, ce sera une partie aussi du financement de l'auxiliaire de vie qui va être manquant. Et puis l'AVP aussi, puisqu'elle va repartir avec son AVP. Donc tout ça, en fait, ça nous interroge aussi sur comment on va tenir l'équilibre, parce qu'on est le porteur, donc on prend les risques financiers aussi, et tout en essayant de ne pas rentrer dans une logique médico-sociale, parce que finalement, nous, on ne veut pas construire des budgets comme dans les établissements médico-sociaux, c'est pas le fonctionnement, mais demain, si on est en péril financièrement, il va quand même falloir assurer nos arrières. Donc, il y a toute cette complexité aujourd'hui, nous, qu'on réfléchit. Et alors, ce qui nous aide beaucoup aujourd'hui, c'est de fonctionner en plateforme.
Parce que clairement, on a une rationalisation des coûts parce qu'on est en plateforme et finalement, les supports du logement sont mutualisés avec le SAMSA, le SAD, etc. Mais pour des porteurs qui n'ont pas cette plateforme, il y a quand même des choses à envisager, je pense, voilà, à notre niveau. Bon, j'ai essayé de faire synthétique, j'espère que ça a été. Voilà. Merci Marie. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis, Monsieur Métivier, vous représentez l'État, la DHUP plus particulièrement. Est-ce que vous avez une réaction par rapport aux deux quel est votre point de vue État, d'une certaine manière, le point de vue logement, par rapport aux deux expériences qui ont été présentées? Je ne vous avais pas prévu cette question, mais je la rajoute. Je dirais qu'à entendre Corentin et Marie sont de beaux projets, enfin, différents dans les deux cas, qui traduisent aussi la diversité de l'habitat inclusif. Est-ce que sur les personnes qui participent, alors, tout à l'heure, effectivement, il y avait un certain nombre de... Monsieur de Corbière, effectivement, avait posé la question de savoir sur les départements sur lesquels l'AVP n'est pas encore déployé, a priori, oui, on doit pouvoir... il y a encore le forfait habitat inclusif. Donc ça, je pense qu'on peut répondre. Et effectivement, là aussi, Monsieur Métivier pourrait le confirmer. Évidemment, les résidences accueil qui relèvent 18 € par personne dans le box 177, évidemment, on ne peut pas cumuler et les 18 € par personne des résidences accueil et ni le forfait habitat inclusif, ni l'AVP. De ce point de vue, les choses sont claires. Et Marie Delarroque a bien d'ailleurs distingué les deux dispositifs. Enfin, même si, encore une fois, il y a un raisonnement global, encore une fois, avec des offres qui sont complémentaires, évidemment, en termes de financement, vous êtes bien obligé, évidemment, de séparer l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur cet aspect-là? Alors oui, il y avait une question qui s'est rajoutée de Madame Leclerc. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre démarche de mesure d'impact de qualité? Alors, bon, ça va être un sujet d'actualité très rapide, ça, la question de l'évaluation externe. Donc, en tous les cas, ces dispositifs-là, ce ne sont pas des ESMS, évidemment, à la question de l'évaluation ni interne, qui de toute façon disparaît, ni externe. Ce ne sont que des démarches qualité qui peuvent être, évidemment, portées par les structures elles-mêmes. Voilà. Marie, vous vouliez réagir? Oui, bien sûr. En fait, on n'a pas fait, quand on a voulu dresser, c'est plus des constats. C'était pas dans une démarche d'enquête interne, comme on peut avoir les évaluations dans le médico-social. C'était vraiment, on était à un tournant dans les années, il y a 4-5 ans, de montrer l'impact de l'habitat inclusif. Et en fait, pour s'adresser à nos partenaires, nos financeurs, on s'est dit, on avait beau le dire oralement, mais sans chiffres et sans retour vraiment de la part des personnes qui vivaient dans ces logements, on trouvait que ça appuyait pas assez. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est que les gens qui accompagnaient les personnes dans les colocations, il y a des cahiers de transmission, donc on a repris les périodes d'hospitalisation, on a travaillé avec l'hôpital. Nous, c'était important. On constatait que les gens allaient mieux, mais on ne pouvait pas dresser concrètement, donc je crois que c'était un an et demi à peu près, on a repris sur la base d'un an et demi sur les hospitalisations. Et puis après, surtout, on les a interrogés. On leur a passé des questionnaires anonymes pour qu'ils nous disent c'était quoi la force des colocations, enfin de l'habitat partagé, quelle était leur problématique avant d'entrer dans le logement, c'était quoi, mais selon eux en fait, quel était leur problème. Et en fait, on voit que leur problème à 90%, c'était l'isolement, bien avant les problèmes liés à la pathologie pure et dure. Et puis, ce qu'ils venaient chercher, c'était un soutien, de la convivialité, un environnement un peu familial. Donc, en fait, le fait d'avoir dressé ces constats-là, tant sur la reprise des liens familiaux aussi, on les a questionnés, savoir ceux qui étaient en rupture de lien familial avant, ceux qui avaient... parce qu'on le voyait aussi que finalement, au bout de quelques mois, il y avait une fille qui réapparaissait ou un parent qu'on n'avait jamais entendu avant.
Enfin voilà, et du coup, c'était vraiment pour, dans cette démarche très l'habitat inclusif, ça fonctionne bien, on a des résultats et voilà. Donc on le fait pas tous les ans, on n'est pas dans une logique d'enquête régulière, contrôlée, etc. Mais de temps en temps, c'est bien d'appuyer nos propos avec des chiffres concrets en fait. Voilà. Alors juste, si tu veux, Pierre-Marie, moi je peux compléter sur le. Oui, Nous, vas-y. on a lancé une grosse machine d'évaluation. La difficulté quand on quand on parle d'habitat inclusif vis-à-vis des personnes âgées, c'est qu'en fait, on peut pas faire vraiment du qualitatif. Quand on fait du logement social de base, on a des taux de réinsertion, de retour à l'emploi, on a des éléments simples. Par rapport au maintien à domicile, on travaille beaucoup plus dans la dentelle. Parce que de toute façon, le passage à l'EHPAD, il n'est pas prévisible dès le départ. Hein. Moi, je pourrais y aller dans 10 ans. Toi, tu pourras peut-être passer ta vie chez toi. Donc, il y a des prédestinations qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait. Donc, on est en train d'essayer d'intégrer la mesure d'impact de l'habitat inclusif dans nos mesures d'impact globales. Et donc, sur l'intergénérationnel et sur le lien social, on a travaillé sur des catégorisations, l'impact sur la personne, l'impact sur sa vie sociale, son bien-être, sa vie sociale, l'impact sur la cité. Il y a tout un tas de catégories comme ça à l'intérieur duquel on est en train de dégager un certain nombre de questions. Donc, tout ça pour dire que c'est un vrai sujet. Ça fait partie justement des ambitions de l'Observatoire de l'habitat inclusif que de réunir un petit peu toutes les initiatives de façon à être capable de fabriquer au moins une grille. L'idée derrière, c'est qu'on ait quelque chose de global. Encore une fois, Damien Métivier l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans des cases précises, donc il ne faut pas avoir quelque chose de standard, mais il faudrait essayer d'apporter à chaque département un minimum de données à recueillir, de façon à ce que ça ne parte pas dans tous les sens. Encore une fois, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau, et il faut que nos grilles de lecture soient non pas standards, mais un minimum cohérentes entre les différents financeurs. Et donc, c'est pour ça que l'Observatoire de l'habitat inclusif, qui réunit un certain nombre, à la fois des porteurs de projets et des administrations, est le bon lieu pour essayer de fédérer un peu toutes ces initiatives. Merci Philippe. Je vais passer la parole à Damien Métivier. Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'UNAFO, qui est une union de dispositifs de type résidence sociale, a été un petit peu fâché avec les administrations centrales, effectivement, en disant nous sommes effectivement un logement foyer qui ne relève pas du Code de l'action sociale et des familles. Donc on a toujours espéré effectivement que les résidences sociales puissent être éligibles à ce forfait, sachant que notamment sur les résidences sociales issues des foyers de travailleurs migrants, il y a un sujet récurrent qui concerne effectivement notamment, c'est pas exclusif évidemment, les personnes âgées immigrées. Le choix de l'administration centrale, on ne va pas y revenir, est un petit peu différent. Semble-t-il, il devrait être possible demain de transformer des places de résidence sociale en habitat inclusif, en logement foyer de type habitat inclusif. C'est ce qui est en tous les cas, c'est l'interprétation qu'on a eue en tous les cas de la circulaire. J'ai partagé avec d'autres personnes qui ont des interprétations un peu différentes. Donc, je vais vous passer la parole, Monsieur Métivier, justement pour que vous refassiez un petit peu un focus sur justement les logements foyers de type habitat inclusif, donc qui pour l'instant n'existent pas encore puisque le décret n'est pas sorti. Il doit sortir incessamment, d'après ce que l'État annonce. Je crois qu'il était lors de la dernière réunion de l'Observatoire national de l'habitat inclusif. Je crois qu'il était faisiez état qu'il était au Conseil d'État pour relecture. Voilà. Donc, si vous pouvez nous préciser ces aspects-là. Donc, on se décale un petit peu. On était dans le concret tout à l'heure. Là, on revient sur une dimension beaucoup plus institutionnelle et beaucoup plus juridique. Je vous passe la parole, Monsieur Métivier. Oui. Je vais être un peu plus aride, hein, désolé. Donc, je vais peut-être repartir de la loi Elan qui a défini l'habitat inclusif. Alors, la loi Elan dit qu'on peut en faire dans le parc privé et dans le parc public. Et quand il s'agit du parc public, on peut plus spécifiquement en faire dans des logements foyers ou dans du logement social ordinaire, classique. Quand il s'agit de logements classiques, c'est du logement dit article 20, loi adaptation de la société au vieillissement, enfin, ou loi SV.
donc avec une priorité en matière d'attribution au profit des personnes en perte d'autonomie liées à l'âge ou au handicap. Le préfet pouvant dédier son contingent ou pas à ce public-là. Alors évidemment, on respecte les règles d'attribution, donc les caléoles, et c'est bon, un dispositif qui marche, on en produit environ 3000 par an. Donc la loi Elan dit aussi qu'on peut faire l'habitat inclusif dans des logements foyers, alors en visant le début de la définition des logements foyers, donc en excluant la résidence sociale, en disant que c'est dans des logements foyers, personnes âgées, personnes handicapées, non ESMS, donc non établissement social et médico-social, ce qui est quand même une grande nouveauté. La loi Elan dit aussi, bien sûr, qu'on doit respecter les règles en matière d'orientation par le SIAO dans les logements foyers, enfin, en particulier, du coup, sur le contingent préfectoral. Alors, ces bases étant posées, on a pris une instruction le 4 juillet 2019 qui reste toujours d'actualité sur la mise en œuvre de l'habitat inclusif, avec une annexe logement foyer, qui est venu dire qu'on excluait de l'habitat inclusif un peu les ESMS, dans la mesure où on n'y va pas toujours par choix et il y a déjà des financements autres. Et cette annexe exclut aussi les résidences sociales. Alors pourquoi? Parce que ce sont des dispositifs universels pour des personnes précaires, surtout logées à titre temporaire, et avec un risque de double ou surfinancement, alors via la GLS, l'aide CAF pour les résidences sociales qui sont agréées FJT, ou dans le cas des pensions de famille ou résidences accueil, on a déjà un financement pour un hôte de 18 € par jour. Étape suivante, donc début 2021, les 4 ministres concernés par l'habitat inclusif annoncent un plan d'action interministériel pour l'habitat inclusif, avec plusieurs engagements pris par Emmanuel Vargon pour développer l'habitat inclusif dans le parc social, engagements qui concernent plusieurs décrets. Alors, il faut que je rappelle qu'il existe déjà une disposition existante, un décret de 2017, qui permet de faire de l'habitat inclusif dans le parc social neuf ordinaire, donc des logements qui sont dits article 20 loi SV, avec un financement en PLAI plus PLS classique, et on demande un petit projet social avec. Et donc, on est en train de prendre aussi 3 décrets, conformément aux annonces de la ministre. On a déjà pris un décret en février de cette année qui permet de faire de l'article 20 loi SV dans le cadre de réhabilitation, donc pour des logements déjà conventionnés, avec un financement en pallulos dans le cadre du plan de relance et puis ensuite un peu au cas par cas. On a pris un 2e décret au mois d'août qui permet cette fois de faire de l'article 20 loi SV, donc de l'habitat inclusif dans des logements existants qui sont déjà conventionnés à l'APL, mais cette fois, l'autorisation ASV n'est pas liée à une décision de financement, ce qui est un peu aussi une nouveauté. Donc on le fait dans un parc existant qui est déjà adapté, ou alors éventuellement on le lie à un prépam, le prépam n'ayant pas besoin d'autorisation de financement de notre part. Et avec ces dispositions sur le parc existant, on a aussi pris un arrêté sur la composition du dossier à déposer, arrêté qui est aussi du 5 août 2021. Bon, dossier assez light. Donc, nouveau décret aussi, qui va plus vous intéresser cette fois. Décret qui vient modifier la convention APL type personnes âgées, personnes handicapées, pour faire de l'habitat inclusif, notamment. Alors, on toilette la convention APL, qui avait vieilli, on fait de la mise à jour sur un certain nombre d'articles. On va ajouter la case habitat inclusif qui va bien, pour pouvoir en faire.
Et on va demander aussi donc aux gestionnaires de logements foyers habitat inclusif, dans le cadre de ce décret, d'apporter quelques précisions sur le projet de vie sociale et partagée. Voilà, on veut s'assurer qu'il y en a bien un, qui a bien eu une réflexion en la matière. Et j'ai envie de dire, c'est un peu du bon sens. Donc ce décret, il est en cours d'examen par le Conseil d'État. On rencontre d'ailleurs le rapporteur cet après-midi. Donc sortie rapide, on espère. Et donc c'est pour ces logements foyers, on a un financement classique en matière de logements foyers, personnes âgées, personnes handicapées, c'est-à-dire financement en plus ou en PLS, mais pas en PLAI. Alors avec peut-être demain, mais bon, ça dépend de la CNSA, un financement via les crédits d'investissement du Ségur de la santé. Puisque la ministre en charge de l'autonomie a dit qu'il y aurait un financement de l'habitat inclusif via les crédits Ségur. Étape suivante, ensuite, on a pris une circulaire interministérielle le 6 septembre 2021 qui vient un peu expliquer, développer ce qu'on est en train de faire dans le cadre du plan interministériel de développement de l'habitat inclusif, avec deux grands axes. Un axe qui est connaissance, déclinaison des objectifs de production, et un axe modalité de mise en œuvre du logement foyer habitat inclusif. Alors, en ce qui concerne connaissance production, en fait, on demande aux services déconcentrés de faire la promotion de l'habitat inclusif, donc des logements foyers habitat inclusif auprès des collectivités locales, des bailleurs sociaux, du monde associatif. Et on leur demande aussi de décliner les objectifs de production qui ont pu être définis au niveau national. Alors, quand je dis aux objectifs de production, ça peut être, par exemple, l'objectif dans le cadre du programme Petites Villes de demain, de faire émerger une centaine de projets d'habitat inclusif par an pendant 5 ans, avec à la clé un financement d'ingénierie qui est possible par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et bon, on a aussi, c'est vrai, la volonté de faire émerger des projets habitat inclusif en faveur des personnes autistes dans le cadre de la stratégie autisme en cours. Alors, deuxième axe de la circulaire interministérielle, c'est les modalités de mise en œuvre des logements foyers habitat inclusif. Donc, la circulaire dit qu'on peut faire du logement foyer habitat inclusif dans des logements foyers qui sont déjà existants. Donc, ça peut très bien être une résidence sociale. Pour ça, il faut avoir le conventionnement APL qui va bien, donc celui qui est issu du décret que nous sommes en train de prendre, signer une convention APL, enfin avoir une convention APL personnes âgées, personnes handicapées, en ayant coché la case habitat inclusif qui va bien. Bon, changement de convention, ça veut dire aussi motif d'intérêt général, évidemment. Évidemment, on est aussi tenu par le respect des plafonds de ressources liés au financement d'origine. Donc, par exemple, si on était une résidence sociale, on est toujours tenu par le plafond PLAI. On doit aussi, bien sûr, respecter l'arrêté de 2011 qui introduit un certain nombre de normes sur les surfaces. Et j'ai envie de dire c'est du bon sens, mais il faut qu'il y ait une cohérence avec le projet de vie sociale et partagée qu'on porte. Notamment cohérence entre bâti et projet de vie sociale et partagée. Et évidemment, si on veut bénéficier de l'aide à la vie partagée ou du forfait habitat inclusif, il faut se rapprocher du département, de la conférence des financeurs. Alors, autre nouveauté introduite par la circulaire interministérielle, c'est l'autorisation de la modalité foyer-soleil pour les logements foyer habitat inclusif. Jusqu'à présent, les modalités foyer-soleil, c'était plutôt utilisé dans le cadre de la circulaire de 2006 pour les foyers de jeunes travailleurs.
Mais là, on le rend possible pour l'habitat inclusif. Alors, foyer soleil, c'est un ensemble immobilier principal et avec des logements dans le diffus qui sont disséminés à proximité. Alors, ensuite, pour finir, le paysage, puisqu'on est en train d'essayer de lever un certain nombre de freins au développement de l'habitat inclusif. Alors, dans le logement ordinaire, pour les logements foyers habitat inclusif et aussi en matière de sécurité incendie. Dans le parc ordinaire, en autorisant comme modalité de montage de projet dans les logements dits article 20 loi SV, la sous-location et la colocation en sous-location. Autre nouveauté aussi, on essaye de mettre l'habitat inclusif dans les programmes locaux de l'habitat pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on révise un programme local de l'habitat, on pense à l'habitat inclusif. Ces deux mesures sont dans le projet de loi dit 3DS qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale, à l'article 36. Donc, deuxième série de freins qui concerne plus spécifiquement les logements foyers habitat inclusif. Dans le cadre du projet de loi 3DS, on rédige un peu l'article habitat inclusif pour sécuriser un peu le cadre juridique. En fait, on le clarifie. Et aussi, grande innovation pour l'outre-mer, on rend applicable la réglementation logement foyer outre-mer, alors pour l'ensemble des logements foyers cette fois, dont les logements foyers habitat inclusif. Et on va permettre le versement d'APL foyer outre-mer. Alors là, c'est plus le projet de loi 3DS, mais le projet de loi de finances, avec non pas un conventionnement APL, mais une convention ad hoc, qui reste à écrire. Et enfin, dernier point, sur les freins, on mène un travail sur la sécurité incendie avec le ministère de l'Intérieur pour sécuriser un peu les projets. Travail, je pense, qui aboutira plutôt l'année prochaine, et pour lequel on a eu de nombreuses remontées d'exemples de la part d'associations, dont sûrement Habitat Inclusif. Habitat Humanisme pour l'habitat inclusif. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà pour un panorama rapide sur la réglementation, ses évolutions. Mon collègue Antonin a transmis à Mme Deschamps qu'il a demandé effectivement les coordonnées de la circulaire Habitat inclusif, et dans cette circulaire, vous retrouverez l'ensemble des textes qui sont parus dans une des annexes dont je me permets de répondre effectivement à Mme Deschamps. Voilà. Et pour ce qui est effectivement des résidences autonomie, M. Métivier, donc, qui sont, elles, des ESMS, est-ce que vous pouvez donc repréciser? Oui. Alors, les résidences autonomie, c'est un logement foyer qui a un ESMS. C'est différent de l'EHPAD, c'est pour des personnes en perte d'autonomie, mais plus GIR, mettons 3 à 6. Donc avec un financement via l'APA, une série de mesures à mettre en œuvre qui sont précisées dans un décret de 2016, et dans le cadre du projet de loi 3DS, quand on veut en faire, en réhabiliter, on va être dispensé d'appel à projet pendant la durée du Ségur de la santé, et on prend un certain nombre de mesures aussi pour permettre leur développement en Outre-mer. C'est ce que je disais, en rendant applicable la réglementation logement foyer, et puis aussi en permettant le versement d'APL foyer, et en levant des obstacles réglementaires qui étaient dans la loi adaptation de la société au vieillissement. J'ai une demande de prise de parole de Carole Poméon, dont je vais donner la parole à Carole, qui devrait apparaître, je pense, à l'écran. Carole, je ne sais pas, apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est le premier test qu'on fait, mais ce n'est pas probant. Ah si, c'est bon. Si. Pardon. Bonjour Carole. Bonjour. Je souhaitais poser une question.
Au niveau du gouvernement, vous êtes en train de prendre, la DHUP, un certain nombre de décrets, de circulaires pour favoriser le développement de l'habitat inclusif à la fois dans le parc social et à la fois dans ces logements foyers. Et on voit bien que ces mesures permettent la sortie de projets de taille conséquente. Je veux dire, quand on fait un immeuble de logement social, on est souvent sur des immeubles de 20, 30, voire 60 logements. Ou si on fait de l'habitat inclusif dans du logement social existant, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas sur des immeubles de 6 logements. Donc, il y a la question, c'est pareil pour les logements foyers, on ne fait pas un foyer logement de 6 ou 10 logements. Pour trouver les équilibres de gestion, on est sur des mailles qui sont plus importantes. Et on voit bien aussi que, de par cette taille, on a aussi une mixité des publics. La loi ASV, d'ailleurs, dit qu'on peut flécher les logements vers les personnes âgées ou handicapées, sauf les 30% du contingent préfectoral. Donc, vous êtes bien dans votre mission de permettre l'accès au parc social aux plus fragiles, mais aussi aux personnes qui sont en précarité sociale. Voilà, donc ça, c'est les orientations au niveau du gouvernement. Et c'est vrai que dans les discussions avec les départements et dans l'interprétation que font certains départements de l'habitat inclusif, certains départements nous disent que c'est des projets pour 6 ou 10 personnes, pas plus. Et donc, aujourd'hui, on va se retrouver dans des difficultés ou des éléments qui peuvent être contradictoires entre des contraintes, on va dire, immobilières, qui sont celles de la ville, et une interprétation qui peut être un peu restrictive, c'est-à-dire qu'on peut faire un projet d'habitat inclusif à taille humaine avec 15 personnes âgées ou 15 personnes en situation de handicap. Voilà. Et il y a aussi le sujet de la mixité intergénérationnelle qui a été évoqué tout à l'heure. Pour nous, le fait que les personnes âgées ou handicapées puissent vivre dans un immeuble normal avec des jeunes, des moins jeunes, des familles, etc., on est déjà dans une forme d'inclusion. Et puis après, c'est l'inclusion dans le quartier et dans la ville. Et c'est vrai que cette dimension intergénérationnelle peut être ici ou là re-questionnée, alors que pour nous, elle fait partie complètement de l'objectif d'inclusion et de l'esprit, en fait, de l'habitat inclusif. Donc, on sent que, suivant les logiques, en fait, des intervenants, on peut aboutir à des tiraillements, voire à des situations presque qui peuvent être contradictoires, en fait. Merci, Carole. Alors, je ne sais pas comment, du coup… Ah ouais, c'est bon. C'était pas pour couper le passage à la caméra, mais voilà. Monsieur Métivier, est-ce que vous pouvez… Oui. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas de limite en termes de taille de projet. Bon, ensuite, chaque département, après, est libre de fixer le cadre qu'il souhaite. Bon, j'ai envie… je pense que certains ont voulu peut-être limiter la taille des projets à cause du forfait habitat inclusif, qui introduit un certain nombre de limites, mais qui n'existent pas dans le cadre de l'aide à la vie partagée. Et j'ai envie de dire, on peut aussi faire de l'habitat inclusif sans forcément percevoir le forfait ou l'aide à la vie partagée. Après, tout ce qui est mixité, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut la favoriser via certains montages de projets. Par exemple, dans un ensemble immobilier, on peut avoir une partie dit article 20 loi ASV, donc pour des personnes âgées handicapées, et une partie avec des occupants classiques du parc social, ou même, pourquoi pas, de l'article 109 loi Elan, donc des logements sociaux qui peuvent être fléchés pour des jeunes. Ce qui permet quand même d'avoir de la mixité intergénérationnelle au sein d'un ensemble. C'est un projet plutôt intéressant. Ok.
Il y a une question de Mme Bouza. En cas de bailleur social, comment garantir que les logements sont destinés au public cible? Et je pense que vous aviez répondu, M. Métivier, puisqu'effectivement, ces logements seront identifiés en tant que tels, puisqu'ils font l'objet d'un projet social. Et de fait, effectivement, les orientations par le bailleur social sont traitées de façon un peu spécifique. Oui, puis il y a toujours une commission d'attribution dans le parc social classique. Et, bon, pour les logements foyers, habitat inclusif, il faut que ce soit cohérent avec le projet de vie sociale et partagée. Et on se situe bien dans le cadre d'un logement foyer, personnes âgées, personnes handicapées. On est à quelques minutes de la fin de l'intervention. Est-ce que vous souhaitez... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les intervenants souhaitent aussi interréagir les uns par rapport aux autres? N'hésitez pas. Je vous remercie en tous les cas tous, déjà. Pas d'autres questions? Enfin, s'il y a... Bon, il y a des personnes qui remercient. Juste, je rappelle, effectivement, je l'avais mis dans le chat en tout début, cette semaine du logement accompagné se poursuit. Il y a des ateliers qui sont quand même complémentaires avec celui-ci. Il y en a un sur les résidences accueil que j'aurai le plaisir d'animer, j'espère dans des conditions un peu moins épiques demain, en tous les cas en termes de démarrage. Et puis, effectivement, il y en a un également sur la question de bien vieillir, avec Madame de Montchanin, je crois que c'est, et puis effectivement Luc Roussy. Alors il y avait une dernière question, pardon, de Madame Leclerc. Dans le parc social classique, l'attribution du logement est conditionnée à l'adhésion du nouvel habitant au projet de vie sociale. Évidemment non, c'est pas de soi. Bien, mais je vous remercie à toutes et tous. Vous pourrez accéder également au replay de ce type d'intervention. Et n'hésitez pas en tous les cas à les écouter, les relayer si vous pensez que vous y avez trouvé un intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.